Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau le sociologue Ionuț Joguleanu qui travaille pour la Fondation Parada. La Fondation Parada s'occupe depuis de nombreuses années des enfants des rues, des jeunes et familles sans abri à Bucarest. Nous avions discuté avec Ionuț Joguleanu une première fois en octobre 2021. Il était donc temps de l'inviter à nouveau et comme avec d'autres personnalités que nous avons accueillies ici, il me semble important de revenir sur des sujets traités ou alors sur des thématiques avec un nouvel angle, ce que parfois les journalistes nous oublions de faire. Ionuț Joguleanu, bonsoir. Bonsoir. Donc merci d'être cette fois-ci dans les nouveaux locaux de RFI Roumanie. Je crois que nous avions eu un premier entretien à distance. À distance, voilà. Effectivement. C'était la période... Oui, en pleine pandémie, oui. Exact. Alors, lors de notre première rencontre, vous nous disiez, en pleine pandémie donc, que les populations défavorisées dont vous vous occupez avaient été particulièrement touchées par le confinement, d'autant que l'État les a alors peu soutenus. Avez-vous observé un changement à ce niveau-là depuis la fin de la pandémie? À l'automne 2021, vous affirmiez qu'il n'y avait tout simplement pas de politique sociale en Roumanie. Il y a très peu de politique sociale en Roumanie. Pour ce qui est des populations en situation de rue, il n'y a quasiment pas de politique sociale. Au niveau local, à Bucarest, il y a quelques tentatives, pour ainsi dire, cette année, par exemple, pour ouvrir en situation de grand froid des abris de fortune qui puissent servir, mais pour l'instant, enfin, déclencher un plan grand froid. Pour l'instant, il y a eu une tentative, une initiative du préfet de Bucarest qui semblait à ce moment-là, donc au mois de novembre, lorsqu'on l'avait rencontré, assez concerné par la situation des sans-abri. Seulement, pour l'instant, il y a rien de concret qui était fait. Bon, je vois donc ce plan grand froid, concrètement, il est peut-être dans les maps dans les papiers, ouais. Dans quelques tiroirs. Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui. Il existe un centre de la municipalité de Bucarest, mais un centre historique, pour ainsi dire, qui demanderait à être rénové. Il a été rénové, mais disons, il y a un seul centre, il est situé à la périphérie de la ville. Les conditions qui existaient avant la rénovation qui a eu lieu cet été, enfin l'été précédent, étaient assez épouvantables, ce qui fait que la plupart de ceux qui devraient l'utiliser en tant que tel sont plutôt réticents à le faire, à y aller, quoi. La location en tant que telle aussi, elle est complètement à l'écart des endroits où les gens sans abri vivent le jour. Donc, ce n'est pas facile d'accès. Et aujourd'hui, précisément en ce moment, il fait très froid à Bucarest. Oui. Ces jours-ci, en tout cas, on a atteint des températures négatives. Ils vont où? Ils restent dans la rue, ils squattent des maisons abandonnées qui évidemment n'ont pas de chauffage. Ils restent dans des conditions misères, précaires, dans le froid. Est-ce que vous savez si les services d'urgence ont des statistiques sur le nombre de ces gens-là qui meurent tout simplement de froid? Il n'existe toujours pas de statistiques. Les services sociaux accusent, si on veut, l'Institut médico-légal qui ne fournit pas de statistiques sur les gens, sur les causes de mortalité, comme par exemple mort de froid. Toutes les capitales européennes ont ce genre de statistiques, à part Bucarest. À Bucarest, il n'y a personne qui meurt de froid. Vous avez également accueilli, Parada, des réfugiés ukrainiens. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas?
on a aidé, disons, à l'accueil des réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine. On a collaboré avec Care France, justement, avec SERA et la FENPC, donc des organisations étrangères et roumaines, pour porter secours aux plus démunis des réfugiés, parce que entre les réfugiés ukrainiens, évidemment, il y a des gens qui sont autonomes, il y a des gens qui sont nantis, mais aussi il y a des familles, des personnes âgées, des personnes qui ont un handicap, qui ne savent se débrouiller, ne peuvent se débrouiller tout seuls. Et donc, on a porté secours, disons, d'abord à la frontière d'Issakcha, donc à l'est de la Roumanie. Ça, c'était au début de la guerre. Au début de la guerre. On a organisé aussi des ateliers cirque avec nos enfants, d'anciens enfants de rue qui participent à notre programme de cirque social, pour accueillir les enfants qui traversaient le Danube, parce qu'il faut savoir qu'il faut traverser le Danube pour toucher le sol roumain, depuis l'Ukraine à cette frontière-là, à ce passage. Et puis, on a aidé dans 2 centres publics communautaires d'accueil des réfugiés ukrainiens qui sont basés à Tulcea et puis à Bucarest. Et c'était évidemment, on a fait toutes sortes de choses depuis les démarches légales, l'accompagnement des administrations de ces centres, parce qu'en fait, il s'agit tout simplement des centres qui appartiennent, qui abritaient les lycéens ou les étudiants, et qui ont été mis à la disposition pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, un peu en urgence, et qui n'étaient pas préparé à cela. Aujourd'hui, la situation est stabilisée, vous diriez, il y a moins de venus et... Exact. Ouais, il y a moins de nouvelles arrivées, évidemment. Il y a quand même des allers-retours, disons, il y a des familles qui sont séparées parce qu'il y a les mamans avec enfants ou avec les grands-parents parfois qui se sont mis à l'abri, mais qui de temps en temps doivent se réunir en Ukraine et puis qui reviennent encore en Roumanie se réfugier pour une période. C'est une guerre qui dure, qui ne trouve pas d'issue et qui, au-delà de ses effets en termes de nombre de morts, de pertes de toutes sortes, y compris économiques évidemment, c'est une guerre qui déchire des millions de familles ukrainiennes. C'est un drame. On ne se rend plus compte de l'ampleur de celle-ci. Alors, si vous le voulez bien, Yunus Jugulanu, j'aimerais qu'on revienne à votre cœur de métier, je dirais, les enfants notamment. Et encore une fois, je vais revenir sur notre premier entretien. Vous évoquiez alors l'évolution de la situation des enfants abandonnés depuis l'institutionnalisation des orphelinats par le régime communiste jusqu'à aujourd'hui, un récit très intéressant que nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver à la rubrique Le micro du soir sur RFI.ro. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Ces enfants, désormais adolescents ou jeunes adultes, d'après ce que vous m'aviez dit, et j'aimerais savoir si c'est toujours le cas, ils vivent souvent dans des squats ou des sortes de cabanes à la périphérie de Bucarest. C'est ce que vous disiez. En tout cas, c'était le cas il y a 2 ans. Aujourd'hui, quelle est leur situation? C'est toujours le cas. Il y a une population en situation de rue. Il y a, je dirais, 2 catégories. Il y a des gens, des SDF, qui vivent, pour ainsi dire, à la rue carrément, donc dans des cartons. Mais cela ne représente qu'une petite minorité de la population en situation de rue à Bucarest. La grande majorité, probablement plus de 90%, c'est des gens qui vivent dans des maisons abandonnées, dans des squats, dans des baraques de fortune, sur des terrains vagues. Je disais la périphérie, mais ça peut être aussi le centre. Tout à fait. Il y a beaucoup de maisons qui ont été investies. Quels quartiers, vous diriez, sont particulièrement... C'est les quartiers où il y a des maisons, parce que plutôt que des appartements. Il y a beaucoup de maisons qui ont un statut juridique incertain ou qui ont été rachetées par des promoteurs immobiliers afin de les détruire pour bâtir des immeubles à 100 étages. Et donc, ces maisons, en attendant, sont
laissés pour compte et des gens qui se trouvent à la rue, des familles, souvent avec des enfants, les investissent, et heureusement, pour y vivre. Mais évidemment, ils vivent dans des conditions... Il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Ils arrivent souvent à se connecter au réseau public d'électricité, ce qui leur procure évidemment un certain confort. L'eau également illégalement. L'eau, ils ont accès... Non, il n'y a pas d'accès. L'électricité, oui, mais c'est tout. L'eau, ils vont la rapporter dans des bouteilles en plastique, dans des bidons d'une église ou d'une... Ils font des feux à l'intérieur de la maison, en fait, surtout, pour se chauffer. Il y a qui utilisent des poêles à bois, oui. Des godans. Il y a aussi un chauffage de fortune basé sur l'électricité. D'accord. Pour autant qu'ils ont accès à l'électricité, fût-ce illégalement, oui. Alors, concernant cette question du logement, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez rédigé avec l'organisation Active Watch une étude rendue publique donc en novembre dernier sur le logement social. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Cette étude dit qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a beaucoup de stratégies qui restent sur papier, mais il n'y a pas de politique de logement social à Bucarest et en Roumanie en général. Il n'y a pas d'investissement qui soit fait dans le logement social. La loi n'est pas respectée, même la loi, parce il était prévu que le logement social soit financé par... prend 10% du revenu des comment ça s'appelle on avait nationalisé par exemple les banques, les communistes l'avaient fait, et ensuite on a privatisé. Donc les privatisations publiques, le fruit de cette privatisation aurait dû servir à la construction du logement social. Seulement il y a au niveau national. Au niveau national. Mais pas un rond n'a été prélevé sur les revenus pour le logement social. Donc, même la loi qui existait, qui existe depuis toujours, qui est en vigueur, n'est oui. pas appliquée parce que tout le monde s'en fout qu'il y ait un logement social. Au niveau local, les mairies, les maires vont dire « Ah, on n'a pas d'argent. » Parce que cet argent, en fait, il doit partir de Bucarest, enfin, du gouvernement, vers les mairies. C'est ça? Ça se délocalise? C'est comme ça que ça fonctionne? En principe, ça aurait dû, mais pour autant qu'il y a pas un rond qui a été prélevé par le gouvernement à ces fins, évidemment... Parce qu'une mairie, le mairie de Bucarest ne peut pas, elle seule, mettre en place elle n'a pas le budget. Elle devrait l'avoir. Elle devrait l'avoir. Vous savez, Bucarest est quand même une région, la région de Bucarest, elle est située au-dessus de la moyenne européenne des régions européennes. Donc, elle n'est pas si pauvre que ça. Et puis, il y a, écoutez, une législation en France, par exemple, qui prévoit que les pouvoirs locaux, les mairies, les régions doivent avoir 20% de leur bâti en logement social et qui oblige les promoteurs immobiliers à s'assurer que 20% de ce qu'ils bâtissent soit dédié au logement social. Mais les situations sont effectivement distinctes entre, par exemple, la France et la Roumanie. Est-ce que vous pensez que le fait que la Roumanie soit, je crois, et vous me direz si je me trompe, le pays au sein de l'Union européenne où il y a le plus de propriétaires, je crois de ne pas me tromper, en tout cas on est vraiment, la Roumanie est l'un des pays où il y a le plus de propriétaires, ça s'explique par l'histoire effectivement communiste de la Roumanie. À l'époque, les appartements étaient presque donnés, d'après ce que je comprends, en tout cas à certaines familles, pas complètement, mais leur prix était tout à fait abordable, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a une très belle proportion, on va dire, de propriété. Alors, est-ce que ça, et aussi en termes de façon d'aborder le logement social, ça a une influence? C'est-à-dire que,
vu que nous sommes dans un pays où presque tout le monde a eu un logement relativement facilement, eh bien, la politique sociale du logement a du mal ne serait-ce qu'à démarrer. C'est une hypothèse, en effet. Ça pourrait être une hypothèse. En fait, ça ne justifie rien, de toute façon. Ça ne justifie pas. Ouais. Oui, disons effectivement, à l'époque communiste, il y avait très peu de propriétaires. Il y en avait, mais on ne pouvait pas avoir plus d'un logement en propriété. Il y avait une loi passée en 84 qui prévoyait que le propriétaire, enfin les familles ne peuvent détenir qu'un seul logement en propriété. Et la majorité de la population roumaine était des locataires sur des logements, soit confisqués par le régime à ses débuts, donc dans les années 40-50, à leurs propriétaires de droit, soit dans des logements qui ont été construits, dans les quartiers qui ont été construits, les quartiers ouvriers, qui ont été construits à l'époque communiste. Après 90, effectivement, il y a une loi qui est passée qui prévoyait la possibilité d'acheter la maison qu'on louait, la maison, l'appartement, voilà, ce que la plupart, la grande majorité des gens l'ont fait. C'était pas cher, effectivement, parce que le prix était indexé sur ce qu'il était, par exemple, en 89. Et puis, il y a eu une forte inflation. En fait, l'argent qu'on payait pour acheter le bien n'avait pas été indexé. Le prix du bien n'avait pas été indexé, donc on le payait en 98 avec le prix de 89. Forcément, il y avait une inflation de 2 euros. Et donc, effectivement, les gens ont acheté pour rien ces biens qu'ils avaient loués auparavant. Voilà. Maintenant, ça ne justifie pas l'inexistence d'une politique sociale, la démission de l'État en matière de logement. Il y a très peu de propriétés publiques à Bucarest et en Roumanie en général. Tout a été privatisé et tout est au moins du privé. Ce qui Surtout laisse qu'on parle de la loi du marché qui régit sans aucun frein et qui ne protège absolument pas les plus défavorisés est une catastrophe. Ouais. Surtout qu'en fait, précisément, quand même, pour revenir sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de Roumains propriétaires et le logement n'a jamais été trop un problème de façon générale en Roumanie. Ces logements sociaux, on parle si vous voulez, d'un plan qui ne serait pas très important. Enfin, on n'a pas besoin d'énormément de logements sociaux en Roumanie. Encore une fois, par rapport à d'autres pays, il s'agirait de loger quelques familles. Enfin, je ne sais pas. Il est possible. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même une catégorie importante, une proportion importante de la population roumaine qui vit en dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire 41% des enfants roumains vivent en risque de pauvreté, en dessous du seuil ou en risque, dans l'intervalle de risque de pauvreté, ce qui prouve il y a beaucoup de familles qui vivent à la campagne, qui n'ont pas accès à des logements sociaux à la campagne aussi. C'est pas simplement les villes. Évidemment. Ouais. Surtout même, quelque part. Dans les petites villes moyennes où il n'y a pas d'activité économique il y a des nouvelles générations qui sont nées entre-temps aussi, qui n'ont pas eu accès qui n'ont pas eu ce accès facile au logement qui a existé en 90. Donc, il y a des populations marginalisées qui n'ont jamais eu accès à un logement. Il y a des Roms qui ont toujours vécu à la marge de la société. Il y a des populations marginalisées qui sont en nombre et qui sont invisibles. Mais en matière de logement, on ne fait rien pour améliorer la situation. Vous, chez Parada, c'est vraiment l'un de vos principaux chevaux de bataille. On travaille avec les personnes sans-abri. Être sans-abri, c'est qu'on n'a pas un logement. On n'a pas accès à un logement, quel qu'il soit, ni en tant que locataire, ni en tant que propriétaire, ni d'aucune manière. Évidemment, Housing First, au niveau européen, au niveau mondial, on parle de
pour intégrer quelqu'un, si on parle d'intégration, il faut parler du logement. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui vit sous un pont ou dans le parc et qui va aller travailler, les enfants qui vont à l'école, et tout va bien. Ce n'est pas imaginable. Évidemment que le manque de logement, l'absence de logement constitue un frein terrible à l'intégration des dizaines de milliers de gens. Vous vous sentez pas écouté par les autorités publiques, c'est ce que vous dites. Est-ce que du côté des privés, il y a davantage d'écoute? En matière de logement, certainement pas. En matière de logement, je ne pense pas. Parce qu'on parle de budget trop important de toute façon. Oui, on essaie, à l'heure actuelle, on a un programme, enfin un plan. On a un plan pour développer un Avec centre... d'autres ONG ou vous faites ça tout seul? Disons, on essaie de créer une dynamique pour arriver à construire, à avoir un centre d'accueil, un centre résidentiel, une communauté pour les femmes trafiquées, pour les filles trafiquées qui ont été victimes de la traite, mais aussi pour les femmes victimes de violences. Est-ce que vous vous occupez, Parada s'occupe également des femmes victimes de violences domestiques? Écoutez, il y a pas mal Je ne savais pas que il y a pas mal de violences qui existent dans les catégories défavorisées déjà. La violence induit aussi une précarisation matérielle des victimes. Les femmes qui s'enfuient de chez elles, forcément, se retrouvent à la rue. Avec leurs enfants. Avec leurs enfants, souvent. Les victimes de la traite, la Roumanie est en première place en termes de nombre de victimes de la traite de l'Union européenne, dans l'Union européenne. Et donc, 40% des victimes roumaines de la traite sont d'anciens enfants ou des enfants qui ont institutionnalisé, donc qui sont passés par les orphelinats, par la DAS. Et ça, c'est notre cœur de métier, parce que les enfants des Russes, c'est souvent des enfants ou d'anciens enfants qui institutionnalisés, qui, à cause des conditions de vie avec cours dans sont victimes exactement, et se retrouvent à la rue. Donc, ça représente voilà, la population une partie de la population avec laquelle on travaille de manière historiquement. Ouais. Et est-ce que avec les autorités judiciaires, enfin je pense notamment à la police, comment ça se passe? Je suppose que vous êtes souvent en contact direct avec eux? Ou pas nécessairement? Pas nécessairement, quasiment jamais. En fait, la police travaille en autarcie, elle fait son boulot de répression, son boulot pour ce qui est elle fait beaucoup de mal. Au sujet si on parle des personnes sans abri, elle fait beaucoup de mal. Pensez que... C'est-à-dire, quand vous dites elle fait beaucoup de mal? Elle est dans la répression. Elle est dans la répression. Elle chasse les gens. Il n'y a aucune prévention, c'est que de la répression. Oui. Et il n'y a pas de collaboration avec des services sociaux, même publics, de la part de la police. Par exemple, s'il y a une évacuation qui est décidée par la police, ils ne vont pas annoncer les services publics, les services sociaux publics. Ils vont dans une maison, dans un squat qu'ils décident d'évacuer, on retrouve la gendarmerie et c'est tout. On ne retrouve pas un assistant social parce que les services sociaux ne sont pas annoncés par la police. La police met des amendes aux gens pour vagabondage, parce qu'ils essayent de vendre quelque chose à la rue, je ne sais pas, des chaussettes, ou parce qu'ils retrouvent avec une bouteille dans la poche ou à la main de bière, et ils vont lui coller une amende. C'était le cas aussi pendant la pandémie. Enfin, les SDF. Et ça, est-ce que vous avez l'occasion de le dire? Est-ce qu'on vous reçoit voilà, oui, mais c'est au ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est la mission de la police? On nous dit. Non, mais vous, oui. Younous Juguleanu de Parada, est-ce que si vous voulez avoir un entretien avec un haut responsable du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous l'avez?
et est-ce qu'on vous écoute? On a rencontré des secrétaires d'État, on a rencontré des officiers, on a soulevé ces problèmes. Maintenant, il y a différentes polices, comme partout. Il y a la police locale qui obéit au maire, qui est un peu le bras armé du maire. Et puis, à Bucarest, il faut savoir qu'il y a 6 arrondissements, chaque arrondissement avec sa couleur politique, avec sa politique personnelle, et ainsi de suite. Et puis, il y a la police nationale, il y a la gendarmerie, donc il y a différents niveaux, voilà, et tous sont souvent sur la répression. Les évacuations se font souvent de manière illégale, enfin par voie de force, sans respecter la lettre de la loi, qui prévoit quand même une certaine protection qui est accordée aux gens qui squattent. Puis, il y a des abus qui se passent dans la rue, il y a des abus qui se passent dans les sections de police, dans les services de police, quoi. Être fragile, être précaire, être pauvre, c'est ne pas connaître ses droits, ne pas savoir écrire, ne pas être capable, avoir toujours été chassé, pourchassé, avoir, par exemple, un casier, avoir été condamné, et puis c'est pas une position qu'on peut, à partir de laquelle on puisse défendre ses droits. Younous Jougolanou, je me rappelle que nous parlions, encore une fois il y a 2 ans, de cette relation entre le milieu associatif et l'État, qui est une relation, ce sont des relations complexes, hein, vous venez de le dire, quand il n'y a pas de lien, pas de lien qui se fasse pour précisément résoudre des problèmes de fond. Et puis d'un autre côté, il y a ce dont nous parlions, cette déresponsabilisation de l'État qui se dit, il y a des ONG qui font le travail, c'est pas la peine qu'on dépense de l'argent pour ce genre de questions sociales. Mais de notre côté, et juste avant qu'on commence cet entretien, vous me disiez que il y a une crainte également que les facilités fiscales accordées par les ONG, vous me direz si je me trompe, mais... Pour les ONG. Pour les ONG, oui, pardon. Et c'est le fait que 20% de l'impôt sur les profits peuvent être redirigés vers les associations et fondations. Alors, ça tient. Mais vous me disiez que vous craigniez que cette modalité puisse être tout simplement éliminée. Mais d'un autre côté, comme on le disait, l'État est bien contente que des associations et fondations fassent le travail qu'ils ne font pas eux. Donc, on est un petit peu dans des situations paradoxales. Pas tellement. Vous savez, en France, ou dans les pays européens développés, pour ainsi dire, les associations, en grande partie, sont financées par le budget local, régional, et ainsi de suite, ou national. Maintenant, ça se passe quasiment pas en Roumanie. Et puis l'État a laissé au privé le soin de s'en occuper en prévoyant tout de même des facilités fiscales. Comme vous disiez, les sociétés économiques, enfin les acteurs économiques privés peuvent, par l'intermédiaire de leur politique de responsabilité sociale, diriger jusqu'à 20% de l'impôt sur le profit vers des causes de bienfaisance, pour ainsi dire, vers les associations. Et c'est combien du chiffre d'affaires? C'est beaucoup moins. Hein. C'est beaucoup. Si je ne m'abuse, jusqu'à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc il y a ces deux conditions qui doivent... Enfin, c'est ces deux conditions qui se rejoignent, donc 5% du chiffre d'affaires, 5 pour 1000 du chiffre d'affaires et moins de 20%
jusqu'au 20%, Jusqu'à 20%, de l'impôt sur le profit. Donc, voilà. Donc, mais cela laisse une certaine marge aux sociétés, aux boîtes de pouvoir effectivement mener des politiques parce que de c'est quand même une modalité sociale. assez unique au sein de l'Union européenne. Ce pourcentage de 20%, il est quand même assez important. Je pense, je connais pas toutes les législations européennes. Je sais qu'en France, il y a une déduction fiscale qui n'est pas des 100%, mais qui va jusqu'à 67%. Donc l'État, on peut Déduire, faire des dons aux associations et sur ces dons-là, il n'y a que 33% du don qu'on paye de sa poche et 67% qui est déduit des impôts qu'on doit à l'État. Donc il y a partout des mécanismes. Effectivement, c'est un mécanisme qui a une certaine valeur ici, en Roumanie, pour les associations, pour le monde associatif. Mais vous me disiez qu'il allait peut-être pas tenir? Je ne pense pas qu'il allait tenir. Je suis plutôt sceptique à long terme sur ce mécanisme, parce que l'État va essayer évidemment de récupérer autant d'argent que possible. Et je crois que ça va à court terme passer à la trappe. Ce mécanisme, ces déductions fiscales qui sont accordées aux entreprises. Il va y avoir une baisse de pourcentage, mais l'éliminer complètement? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans les... Mais espérons. Maintenant, il faut voir, parce que les sociétés qui font leur politique de RSE, parfois qui font du marketing sur base de cette politique de RSE, se sont habitués à mener ces politiques sans trop dépenser, enfin sans rien dépenser de leur poche. Au moment où elles devront payer aussi de leur poche, il faudrait voir si toute leur politique de responsabilité sociale, il faut se demander si leur politique de responsabilité sociale ne vont pas passer elles aussi à la trappe entièrement. Est-ce que vous diriez quand même, et c'est ce que vous m'aviez dit encore une fois il y a 2 ans, que quand on regarde l'évolution de la société roumaine et de ces aides d'une façon ou d'une autre qui viennent du privé, des associations ou des autorités publiques, il y a eu une vraie progression depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas une très grande période historique. Donc, il y a toujours des problèmes endémiques très importants, notamment pour un pays qui fait partie de l'Union européenne. Mais vous êtes d'accord pour dire que quand même des progrès substantiels ont été réalisés dans pas mal de domaines sociaux? Des progrès substantiels ont été sans doute réalisés grâce surtout aux pressions européennes, aux pressions des États développés, aux pressions de la Commission européenne de Bruxelles, aussi bien dans la période de préadhésion de la Roumanie à l'Union européenne, notamment en ce qui concerne la législation concernant les droits de l'enfant, la protection de l'enfant. La question des enfants vulnérables, des enfants institutionnalisés est une question historique à cause, qui trouve ses racines à l'époque communiste, dans les politiques pronatalistes du régime Ceausescu, mais qui s'est poursuivi par manque d'intérêt pendant toute la décade des années 90 et jusqu'au début des années 2000 encore. Donc, on part de très loin. La direction, elle est bonne. Cela se fait souvent parce que les autres nous ont poussé à le faire. Ça ne se pas fait par un besoin, le besoin est là, mais le besoin des couches défavorisées n'est pas une priorité politique en Roumanie. Il faut savoir que la Roumanie est quand même un pays ultralibéral, néolibéral. Depuis le début des années 2000, il n'y a que la droite néolibérale, sous quelque forme qu'elle s'appelle PCD ou PNL, c'est pareil. Et puis maintenant, l'extrême droite, sous diverses formes. Mais les politiques sociales
elle existe de nom. Il faut savoir que l'aide sociale en Roumanie, le revenu minimum, si on ne travaille pas, c'est des 150 lei. C'est, je sais pas, 15 euros. Non, 30 euros par mois. Bon, il existe de nom, enfin, donc il existe des aides sociales, mais la valeur de celle-ci, elle est tellement dérisoire. Vous diriez quand même, pour aller un petit peu politique, que le PCD, d'après ce que je vois, essaie malgré tout de mener une politique sociale peut-être plus accentuée. Est-ce que vous diriez ça ou vous ne faites pas de distinction? Le PCD, qui est un parti social-démocrate, qui s'appelle un parti social-démocrate, mène une politique moins néolibérale que les autres, mais il mène quand même une politique assez néolibérale. La baisse de l'impôt sur le profit des entreprises a eu lieu pendant le gouvernement PCD, par exemple. Bon, il y a maintes exemples qui montrent que la politique néolibérale de la Roumanie ne souffre pas de grandes différences entre un gouvernement PCD et un gouvernement libéral. Évidemment, ils essayent, c'est plutôt une politique pas tellement social-démocrate ou socialiste ou que sais-je, loin de là, c'est plutôt une politique populiste. Donc ils essayent quand même, ils se rendent compte qu'il y a des couches entières qui sont de leur électorat, qui sont touchées par la pauvreté ou par la précarité, et ils essayent quand même de combler les trous. Mais comme partout dans le monde, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. En Roumanie, davantage qu'ailleurs. Ionuț Jugulanu, on va terminer par un événement joyeux, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le film, mais lundi soir, vous présentez, Parada présente, oui. Alors c'est une collaboration franco-italienne, hein, je crois. Tout à fait. Parlez-nous en quelques... Parada, des racines, a été créé par un clown français au début des années 90, et puis elle a été embrassée par les Italiens, Miloud, oui. Et puis elle a été embrassée par les Italiens. C'est un projet de cœur. Nous saluons d'ailleurs Franco Alosio, hein, avec qui vous travaillez étroitement, qui est le président de l'association. Et on a bon nombre d'associations partenaires françaises et italiennes. On a bon nombre de sociétés qui nous sont, des entreprises qui sont près de nous, d'origine française et italienne. Et effectivement, ce film a été créé par Jokers, hein, c'est ça? Jokers. A été créé par une productrice italienne. Et dans ce film joue le rôle des enfants de rue de Parada, d'anciens enfants de rue de Parada. Et on les voit un peu à travers... C'est une fiction ou un documentaire? C'est un docu-fiction, si on veut. D'accord. Mais plutôt un documentaire que fiction, dans le sens où ces jeunes adultes d'aujourd'hui qui ont leur famille, ils racontent un peu leur histoire de vie, leur parcours. Il y a des films d'époque, enfin des films d'époque de Parada, des archives de Parada qui ont été utilisées à la réalisation de ce film. Et puis ils retracent leur parcours de vie, ils reviennent sur les endroits où ils ont habité, dans le canal, dans les sous-sols, dans les baraques, les squats, les quartiers pauvres et désolants, où ils ont passé leur enfance. Enfin, c'est un film assez touchant. Maintenant, c'est une avant-première et on remercie à l'Institut français de Bucarest qui a accepté de nous accueillir, cet événement. Et puis on espère aussi... À la salle Elvire Popescu, donc. Elvire Popescu, salle Elvire Popescu. Et on espère justement... Il pourra être vu après en Roumanie, ce film? Je l'espère. Pour l'instant, il n'a pas été... Donc ce sera la première projection dans une salle de cinéma...
Excusez-moi, je vous ai poussé à l'annoncer. J'espère que c'était pas, il fallait pas. C'est sur base d'invitation. C'est sur base d'invitation. Mais c'est bien de le dire que ça se passe quand même. Mais j'espère qu'on puisse toucher un grand nombre. J'espère qu'il va rouler dans les cinémas roumains, en Roumanie, et j'espère que ça puisse attirer un peu l'attention sur la vie de ces gens qui vivent avec nous à Bucarest, qui sont... C'est un monde inconnu par beaucoup de Bucarestois qui vivent cloîtrés dans leur monde. C'est des mondes qui ne se côtoient pas. Et c'est bien pour ça que j'avais envie de vous inviter, Ionuț Juguleanu. C'est pour se rappeler qu'il faut faire société et que ces gens-là, il ne faut pas les oublier, qu'on ne les voit pas nécessairement, mais dont il faut parler. Et c'est ce que Parada et c'est ce que vous faites. Et donc je vous remercie encore une fois pour avoir été avec nous. On se voit tous les deux lundi prochain pour l'avant-première du film. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Cet entretien, vous pourrez le retrouver sur la page Facebook de RFI et également sur le site rfi.ro un petit peu plus tard. Je vous souhaite un bon week-end. Week-end placout. Au revoir.